Bienvenue sur Kasayana, le podcast du yoga. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretiens, débats, investigations et pratiques, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants, nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de l'émission. Aujourd'hui, nous allons reprendre le fil de la conversation que j'ai entamée il y a 15 jours avec Philippe Fillot, professeur de yoga et agrégé d'art plastique, avec Jeanne Pouget et Zineb Fassi, professeurs de yoga et co-créatrices de Chittavriti, ce blog où elles partagent leurs interrogations et leurs recherches sur la pratique. Au sein de cet échange ouvert sur le yoga moderne, nous avons abordé ensemble lors du 5e épisode certains facteurs qui ont favorisé l'explosion du yoga au XXIe siècle. Nous avons également essayé de tisser des liens entre les valeurs dominantes de notre époque, l'individualisme, le capitalisme et tous les enjeux de domination, de comparaison et de performance qu'ils recouvrent, et l'impact que cela pouvait avoir sur les formes que pouvait prendre la pratique du yoga dans ce contexte. Nous avons ensuite évoqué la place de la tradition dans l'univers du yoga, l'hypothèse d'une appropriation culturelle et la place du yoga dans le retour du spirituel. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce premier épisode d'environ 1 heure, je vous invite à le faire avant d'écouter cette seconde partie. Aujourd'hui, nous poursuivrons l'échange autour de nouvelles controverses, de nouvelles questions. Le yoga moderne est-il trop superficiel? Manque-t-il de profondeur? Et pourquoi? Le mot yoga est-il victime de son succès, détourné au point de perdre son essence? L'accès au yoga est-il réservé à certaines personnes? Et puis que dire des accusations de dérive sectaire ou de complotisme dans cet univers? Comme lors du dernier épisode, nous chercherons à éviter de tomber dans le panneau des caricatures, des oppositions stériles et puis faire preuve de discernement, car loin de vouloir opposer tous ces points de vue, nous cherchons ici avant tout à les comprendre, à mieux les contextualiser et parfois à les faire résonner au-delà des apparences. Bien que parfois il soit tout à fait possible de condamner ou de juger, car l'ouverture d'esprit ne doit pas être un refuge pour accepter tout et n'importe quoi. Retrouvons donc dès maintenant Philippe, Jeanne et Zineb pour une nouvelle heure de partage. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour cette seconde partie de notre échange. Nous avions terminé le premier épisode en constatant naturellement que le yoga, dont c'est la vocation originelle, peut constituer le support de base d'une vie spirituelle. Et pourtant, quand on regarde ce qui semble dominant aujourd'hui dans cet univers, ce qui émerge en termes d'iconographie notamment, cela reste quand même des prouesses acrobatiques, des postures sur la tête réalisées majoritairement par des femmes jeunes, en bonne santé. On voit souvent des sportives, des danseuses, des professionnels du fitness, avec ces petites phrases sur les réseaux sociaux issues de la psychologie positive souvent. On paraît ici quand même assez loin de l'image qu'on pourrait avoir de la vie spirituelle, qui passe par cette intériorité, loin aussi de la philosophie de ces textes de l'Inde. Est-ce que ce yoga fitness, ce yoga lifestyle, yoga Instagram, qui est basé sur l'image, très ouvert à la performance, est-ce que ce yoga ne manque pas de profondeur? Pour le dire directement, ce yoga n'est-il pas un peu superficiel? Je préfère parler de la profondeur, parce que la profondeur, alors là, on va être très très loin du yoga Instagram. La profondeur, c'est vraiment une des qualités essentielles de la vie spirituelle, en yoga, mais aussi ailleurs. Alors, je suis en train de faire un lexique de la spiritualité, et j'aurais pu rajouter ce mot profondeur, je ne l'ai pas mis, mais ça pourrait. Alors, dans les Yoga Sutras, la profondeur, elle est dans le yoga interne, et notamment le samadhi. Le samadhi, traduit par Mircea Eliade comme une enstase, donc l'inverse de l'extase, c'est-à-dire une absorption totale en soi-même. Et cette idée de profondeur, on la retrouve aussi dans les spiritualités ou les mystiques chrétiennes. Et là, il y a un parallèle très fort entre les Yoga Sutras en tant que mystiques et les mystiques chrétiennes, par exemple chez Saint Augustin, l'idée que Dieu est plus à l'intérieur que mon intériorité elle-même. Donc, à l'intérieur de l'intérieur. Donc, c'est une sorte de samadhi au carré.
Idem chez Maître Eckhart. Alors moi, je suis un grand lecteur de Maître Eckhart. Alors ce qui est pas très yoga Instagram, Maître Eckhart. Pour lui, Dieu, c'est un océan sans fond. Alors l'écart, il est très très grand avec le yoga Instagram. Alors moi, je sais pas quoi dire du yoga Instagram. C'est pas mon univers. C'est tout en apparence, c'est tout en performance. C'est à l'opposé complet de la spiritualité. On est dans le monde de la superficialité. L'opposé du spirituel, ça serait le superficiel. Ce phénomène de médiatisation du yoga qu'on trouve chez bah, je sais pas ce que c'est. Oui, en tout cas, c'est pas le yoga tel qu'il est défini au point de vue spirituel. Mais on est Guy Debord dans les années 60 parlait de la société du spectacle. Voilà, il a été prophétique là-dessus. Le monde du yoga n'y échappe pas. Voilà, c'est tout. Moi, je tiens à dire quand même que j'ai rencontré Jeanne sur Instagram, donc je voudrais réhabiliter la place des réseaux sociaux dans le fait de tisser des liens. Mais je le pense sérieusement, notre amitié, elle est née sur Instagram. On en a tissé d'autres avec des personnes qui s'intéressent aux questions d'histoire, de philosophie du yoga. Et pour nous, ça a été un média incontournable entre guillemets pour finalement chercher et se relier à des personnes qui partagé les mêmes quêtes que nous. Donc c'est peut-être aussi une question d'usage comme toujours qu'on fait des réseaux sociaux. Après, c'est intéressant parce que ça date pas vraiment finalement d'Instagram, même si ça multiplie. C'est ce que disait Jeanne tout à l'heure sur la célérité des choses. Mais justement, Mark Singleton, dans son ouvrage sur les origines du yoga postural moderne, il attache toute une partie de son ouvrage à la question de la représentation photographique, qui était déjà bien préalable à celle des réseaux sociaux. Et effectivement, enfin, le fait de passer en fait d'un enseignement qui était un enseignement vivant à quelque chose qui est figé dans le temps, ça va vraiment installer ce que ma première professeure de yoga appelait l'illusion de la forme sur le travail postural. Donc plutôt que d'entrer dans la posture avec finalement une certaine intériorité, de chercher à entrer dans ses ressentis, on va maintenant chercher à performer une posture en essayant de faire en sorte qu'elle ressemble à ce qu'on voit finalement, que ça soit sur nos manuels d'André Van Lisbeth ou enfin les vieux qu'on trouve dans les années 40, 50, 60, mais déjà un peu plus tôt, et ce qu'on va voir sur Instagram aussi. Donc c'est quelque chose finalement, cette question de la représentation imagée du yoga par le biais de la photographie, par le biais de la photo, ça effectivement ça a transformé la façon dont on conçoit et on pratique les postures de yoga. Alors que dans d'autres enseignements, on pouvait, enfin même quand c'était une représentation finalement, je sais pas, par la peinture, on pouvait apposer d'autres réalités. Vous les connaissez sans doute ces peintures de yogis avec des représentations de chakras, de lune, de cosmogonie, des nuages dans tout le corps. On voit bien qu'on est sur un autre imaginaire corporel. Et là, c'est sûr que avec la photo, on s'intéresse plutôt à comment la photo est performée. Et puis surtout, on voit, enfin moi je le vois parce que je travaille pour la revue Esprit Yoga, qui propose des séquences de yoga à ses lecteurs, et je vois les effets de mode, et je vois qu'en fait les séquences qu'on va me proposer, par exemple de publier dans le magazine, ça va être des séquences qui vont être jolies, avec des belles postures, comme la créature sauvage. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est cette belle posture là qui est renversée vers l'arrière. Alors c'est sûr que visuellement elle est magnifique, mais on me la propose très très régulièrement, et elle a beau être sympa, il y a quand même beaucoup d'autres pratiques de yoga, beaucoup d'autres postures de yoga, mais on va choisir des postures qui sont, on va avoir effectivement maintenant sur les réseaux sociaux des postures sur les mains, des postures qui sont jolies à voir. Alors toutes les postures assises comme Janu Shirshasana qui sont vraiment pas très esthétiques, forcément elles disparaissent, ou le Simhasana là où on louche, on tire la langue, ou des pratiques de yoga où on se met de l'eau salée dans le nez, tout ça, ça va forcément être un peu moins visible, quoi. C'était intéressant le rapport à l'esthétique et même à l'esthétisation du monde à travers. Il n'y a pas que dans le yoga, dans les réseaux sociaux. C'est l'idée des filtres, d'apposer des filtres sur nos vies, sur notre réalité. C'est aussi palpable dans tout ce qui est la nourriture. J'en reviens à cette histoire de la food, par exemple, mettre des filtres. Il y a des manières de prendre son plat en photo maintenant sur Instagram, avec des modes qui évoluent en fonction des années, une esthétisation de tout ce qui est la décoration, les paysages, le monde du voyage. En fait, ça répond à des codes très particuliers
sur Instagram, donc le yoga n'en est pas exemple, mais il y a clairement pas que le yoga. Enfin, moi, avant, j'étais beaucoup dans la food. Dire, t'as une manière de prendre ton plat en photo, de prendre ton taboulé en photo. Mais c'est intéressant de voir comment il y a des codes. Et donc, forcément, le yoga sur Instagram ou sur un réseau social en particulier va récupérer aussi ses codes, fabriquer ses propres codes. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous, on en fait ou ce qu'on n'en fait pas, à quel point on plonge là-dedans ou à quel point on s'en dissocie, à quel point on a un esprit critique là-dessus, ou à quel point on se laisse happer par ça et que ça devient une barrière plutôt qu'un enjeu libérateur. Le yoga Instagram, il a été initié par les yogis indiens, parce que je crois que c'est Krishnamacharya dans des années 1920-1930 qui a eu recours aux photographies, comme disait Zineb, mais même aussi à des films où il se filmait en faisant des performances extraordinaires pour faire une sorte de propagande autour du yoga. Donc c'est vraiment très ancré dans l'histoire du yoga, hein, cette question de l'image. Ma vision de asana, c'est pas du tout en tant que forme, c'est en forme esthétique, mais vraiment en tant qu'expérience intérieure. Ou alors au sens esthétique, mais au sens premier du terme esthétique, c'est-à-dire en tant que sensation. Asana, c'est une expérience sensible. Alors, il y a Richard Schusterman, hein, qui est un philosophe qui s'est intéressé à la conscience corporelle. Il parle, enfin, c'est un peu du jargon philosophique, mais c'est intéressant. Il parle de soma esthétique, donc une esthétique qui est ancrée dans le corps, dans l'expérience vécue. Je verrais bien le yoga en tant que soma esthétique, comme une expérience sensible vécue de l'intérieur en première personne, et qui peut se passer très très largement des images, des représentations. Alors ça justement c'est quelque chose qu'on peut difficilement traduire à la fois par des images mais aussi même par des mots, donc ça, voilà, c'est vraiment la question de l'iconographie aussi qu'on utilise pour parler du yoga, pour justement peut-être pas induire entre guillemets en erreur la majorité du public, en laissant penser qu'on est dans une affaire effectivement de forme, de superficialité, de performance du corps aussi, de culte d'un corps parfait, ce qui est quand même un petit peu le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pensais à aussi, enfin tu dis est-ce que le yoga actuel ne manque pas de profondeur, mais en t'entendant parler, je repensais aussi aux formats dans lesquels on transmet maintenant le yoga aujourd'hui, enfin en tout cas moi dans lequel je transmets le yoga, c'est des formats très courts en fait qui sont faits aussi et de plus en plus courts. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans et j'enseignais des cours d'1 h 30. Par semaine. Enfin, c'était des cours, des formats d'1 h 30. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus des formats d'1 heure qu'on propose parce que les gens peuvent faire du yoga le soir ou entre midi et 2. Et du coup, il faut caser le maximum de créneaux pour pouvoir faire en sorte que notre salle soit rentable. Enfin, moi, j'ai pas de salle, donc je parle pas pour moi. Mais je critique pas non plus cette approche-là parce que je la conçois. Mais ce qui fait que on est réduit à des cours extrêmement de courte durée et dans laquelle la transmission est forcément de surface. Et pour reprendre un peu ce que disait, ou en tout cas est plus en surface que quand on a 1 h 30, c'est très compliqué de faire pratiquer à la fois de la méditation, des pranayamas, de la pratique posturale dans des cours d'1 heure. Et un peu ce que disait aussi Jeanne, je pense qu'avec l'explosion, peut-être que c'est un peu propre aux grandes villes, mais des ClassPass, des USC Sport, vous savez, ces plateformes de réservation, c'est des intermédiaires entre les salles de yoga et puis les consommateurs, faut le dire, parce que c'est vraiment de la consommation pour le coup. Font que les gens vont venir pratiquer le yoga comme ils vont aller faire un cours de Zumba, comme ils vont aller faire de la muscu. Et du coup, il va y avoir un peu ce picorage qui va être fait, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure, entre plein de profs différents. Et je dis pas qu'il faut revenir à un truc complètement linéaire du grand gourou qu'on suit ad vitam aeternam sans jamais le remettre en question. Mais c'est vrai que du coup, le fait de venir consommer, moi, plein de fois dans mes cours de yoga, j'ai des groupes réguliers, puis souvent j'ai des personnes qui viennent une fois de temps en temps, voire qu'une seule fois, que je ne vois qu'une seule fois en fait. Et dans cette perspective-là, quelle profondeur on peut transmettre finalement? Si on donne 1 heure de cours par semaine et que dans cette heure-là, en fait, les 3/4 des participants ou la moitié des participants ou même le tiers des participants viennent de façon ponctuelle. Moi, je me souvenais, j'essayais de transmettre un petit peu des éléments de philosophie du yoga. Mais sauf qu'en fait, quand j'avais un tiers des gens qui étaient des personnes qui venaient par ces plateformes de réservation, qui faisaient un cours de yoga pour la première fois avec moi, fallait tout reprendre depuis le début
parce que je voulais les inclure. Et en fait, bah oui, on reste forcément en superficie finalement de nos enseignements. Donc la structure aussi nous conditionne. Mais ça me fait penser à ce podcast qui s'appelle Yoga is Dead. Les deux présentatrices du podcast Yoga is Dead, donc c'est en anglais, hein, c'est un podcast américain, essayent de regarder qu'est-ce qui a tué le yoga. Donc là, on parlait de réseaux sociaux et d'Instagram, mais on peut parler, est-ce que les teacher training en masse, donc les formations express en 200 heures, 300 heures, 500 heures, est-ce qu'elles ont tué le yoga? Est-ce que la forme du yoga vinyasa ou du power vinyasa a tué le yoga? Est-ce que le fait d'enlever justement tout de la spirituelle a tué le yoga? Est-ce que le fait de plus avoir de gourou, moi je trouve ça intéressant, on met quelque chose de mauvais derrière le mot gourou aujourd'hui, parce qu'il y a eu énormément de sectes, toute la fameuse secte du soleil, dans les années 90, toutes ces vagues un petit peu glauques, voilà, sectaires qu'on voit revenir d'ailleurs depuis le Covid, donc c'est intéressant, a un peu tué le mot gourou. Mais moi, ce que je mets derrière le mot gourou, c'est tout simplement un professeur, un enseignant, un maître, quelqu'un qui connaît mieux la pratique que nous, qui va mieux voir peut-être dans notre corps que nous, et qui va nous guider mieux qu'on saurait se guider nous-mêmes. Mais comme aujourd'hui, on a un peu envie d'être tous nos propres patrons, notre propre mentor, ça revient à cette question dont on parlait tout à l'heure de l'ego, de l'individualisation, etc., d'avoir notre propre responsabilité sur nous-mêmes. On fait de moins en moins confiance à l'autre, et on va plus prendre maintenant, je pense, les professeurs de yoga comme des espèces parfois de coachs à picorer, d'expérience. Voilà, c'est l'expérience à avoir. Voilà, je vais tester tel cours, je vais tester tel concept, je vais tester tel studio, je vais tester tel style de yoga, et tout ça devient une forme de consommation. Et moi, parfois, je le ressens, et ça m'énerve de plus en plus. J'ai pas l'impression d'être un enseignant de yoga, j'ai l'impression d'être un produit que l'on vient consommer et qu'on vient tester, et qu'en plus on va noter d'ailleurs au passage, parce que maintenant en plus on peut se permettre de noter les profs en ligne. Super, comme sur Amazon ou sur TripAdvisor ou sur lafourchette.com, tu vois. Merci beaucoup à tous les trois pour vos points de vue sur cette partie émergée du yoga moderne. On enchaîne avec une autre question qui la rejoint d'une certaine façon. Est-ce que le mot yoga n'est pas un peu détourné finalement ? L'idée n'est pas ici de revenir sur l'existence ou non d'un yoga originel, pur ou authentique, sujet sur lequel nous avons déjà pu entendre vos sensibilités dans l'épisode précédent. Mais cette question part plutôt du constat clair que le yoga est devenu une mode, une marque très intéressante aujourd'hui, beaucoup utilisée par d'autres approches qui sont parfois connexes dans l'univers du développement personnel, du bien-être, mais aussi par d'autres approches qui sont complètement éloignées, en tout cas parfois même farfelues, éloignées du yoga et qui vont malgré tout utiliser ce mot par intérêt commercial. Voilà, ici je crois qu'il n'y a pas de doute sur ce concept d'appropriation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le yoga de se noyer finalement dans la myriade des pratiques, des expériences différentes qui portent son nom? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre quelque chose dans cette histoire, si ce n'est une tradition, peut-être au moins une essence, un état d'esprit? Et voilà, jusqu'où peut aller la générosité de ce mot yoga dans ce qu'il peut accepter de reconnaître comme faisant partie de ce qu'il est. Et l'hypothèse contraire, qui elle est plutôt positive, serait de dire au contraire, peut-être que c'est une opportunité d'ouvrir grand les portes de la pratique, de permettre par exemple à des personnes qui participent à un yoga qui semble folklorique de prime abord, comme ce fameux yoga chèvre, de vivre quand même quelques secondes une forme d'intériorité et de ressentir en soi peut-être une profondeur, là aussi au-delà des apparences. Est-ce que finalement ça ne participe pas de la démocratisation du yoga ? Moi, j'avoue qu'il y a des trucs un peu yoga chèvre, paddle yoga. Pour moi, c'est anecdotique en fait. Parce que ça se présente comme on voit tout de suite que c'est du divertissement. Bon, alors je veux pas me mettre à dos les militants de la cause animale. Je ne sais pas si des chèvres sont heurtées pendant le yoga chèvre, mais je veux simplement dire que pour moi, c'est vraiment pas ce qui m'interpelle le plus finalement. Et effectivement, oui, le yoga est clairement, enfin le mot yoga, c'est utilisé aujourd'hui parce que ça fait vendre et parce que c'est défini dans l'imaginaire collectif. Donc ça donne une marque, ça donne quelque chose de facilement définissable et de facilement reconnaissable. Donc du coup, on va dire yoga ci, yoga ça, yoga machin. Moi personnellement, ça me choque pas. Alors peut-être que ça choque d'autres personnes qui ont un rapport peut-être plus je sais pas, plus intime au yoga que moi, ou en tout cas moi il y a toujours cette dissonance qui fait que je garde toujours un œil un peu distancié par rapport au yoga, et donc ça va pas me choquer. Ce qui va me choquer davantage, c'est quand le yoga devient un espace en fait où on vient véhiculer des nouvelles injonctions.
un espace où on vient véhiculer des nouveaux impératifs moraux de façon plutôt insidieuse et qui vont avoir tendance à venir oppresser l'individu davantage que le libérer. Donc moi, si quelqu'un a envie de s'amuser sur le dos du yoga, de faire du goat yoga ou du paddle yoga, quelque part, bon, bah, ça, je vais pas dire que je vais en faire moi demain. Je vais pas animer un cours de goat yoga ou de paddle yoga, mais quelque part, on voit que ça reste de l'ordre du divertissement et finalement du détournement entre guillemets. Mais par contre, quand on va chercher à diffuser au nom du yoga des discours qui sont des discours d'oppression, des discours qui sont des discours injonctifs et qui sont à même de plonger les gens dans d'autres formes d'illusions. Là, par contre, pour moi, on s'éloigne vraiment on est en contradiction finalement avec ce que tu appelais l'essence du yoga. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est une pratique qui initialement a été pensée comme une pratique de libération. Donc, initialement, une pratique de libération spirituelle. Aujourd'hui, peut-être que on cherche pas la même libération que cherchaient les yogis dans l'Inde prémoderne, mais malgré tout, moi j'espère garder en tout cas dans mes cours et dans mon enseignement cette ligne directrice de dire ce que je veux enseigner, c'est quelque chose qui va être à même d'amener davantage de liberté aux personnes qui vont suivre mes cours. Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est le sens que je veux donner à mes cours. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va me déranger le plus, effectivement, c'est ces dérives qui vont être justement de dire pour être un beau yogi, tu dois penser comme ci, et la pensée qui enferme les gens en fait, qui enferme les gens dans des idéologies complètement oppressantes. Voilà. Eh bien, moi, je ne suis pas non plus choqué par tous les détournements du mot yoga, y compris les plus fantaisistes ou les plus bizarres. Bon, un mot, c'est fait pour être utilisé, c'est tout. Et puis, dès l'origine, le mot yoga recouvre plusieurs significations. Il n'y a pas un seul sens au mot yoga. Il peut même y avoir des significations complètement contradictoires. Ça peut signifier union, ça peut signifier séparation, ça peut signifier arrêt, repos, démarche, habileté dans l'action. Enfin bref, il y a une multiplicité de définitions possibles du mot yoga. Donc, le yoga n'appartient à personne, hein, et il peut être utilisé comme on veut. Alors après, il y a des usages plus ou moins intéressants ou plus ou moins pertinents, mais ça, c'est notre affaire. Donc, ça sous-entend qu'il faut développer son esprit critique vis-à-vis de ces différents usages. Et pour développer son esprit critique, eh bien, il faut développer sa connaissance du yoga, en tant que discipline, en tant qu'histoire, en tant que pratique. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un usage très commercial du mot yoga. Le mot yoga est utilisé je crois, pour un ordi portable. Il s'appelle yoga. Bon, je vois pas bien le rapport, mais c'est une espèce de valeur ajoutée. Même le bouquin d'Emmanuel Carrère, un écrivain que j'aime beaucoup, hein, mais curieusement, il s'appelle yoga, alors qu'il parle quand même très peu de yoga. Il y a une accroche très, très, très forte avec le mot yoga qui symbolise quelque chose de cool, de bienveillant. Voilà, il y a une valeur très, très positive qui est attachée au yoga. Ce qui est pas tout à fait le cas du Yoga Sutra dans Patanjali. Hein. C'est pas très cool et pas très positif, hein, le Yoga Sutra de Patanjali. C'est très austère, c'est très sévère. C'est pas good vibes, hein? Non, pas vraiment, non. Le propos de Patanjali, c'est quand même de renoncer à la vie et de renoncer au monde. Hein. C'est pas tellement ce qu'on souhaite en général quand on va dans un cours de yoga. Oui, c'est pour ça que je disais la libération a probablement changé, Oui. enfin sa signification a changé pour nous aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé aussi ces derniers temps, c'est de voir que l'imaginaire du yoga est vachement associé dans l'univers de la pub. Donc c'est là qu'on voit bien la place qu'a pris le yoga dans nos sociétés aujourd'hui. C'est que j'ai vu un truc pour un prêt immobilier avec un mec assis en tailleur et c'était inspiré, expiré, emprunté. Je disais, mais ça, mais quelle horreur, quoi! Quelle horreur! Ah, je sais pas si c'est du respect que j'ai, mais je suis toujours fascinée par autant d'audace. Et je l'ai vu aussi sur des distributeurs de boissons dans le métro à Paris. Oui, j'ai envie de me faire un peu l'avocate du diable, comme je le fais depuis tout à l'heure, parce que comme on passe notre temps à tout démonter sur le blog Chittabriti avec Zineb, là j'ai envie de dire des trucs sympas et tout, mais finalement,
Tout ça est extrêmement critiquable. D'ailleurs, c'est un peu notre fond de commerce. Mais ne peut-on pas en effet se réjouir de cette démocratisation, comme tu le disais au début, c'est-à-dire qu'on est passé d'un yoga très élitiste qui concernait vraiment un pourcentage très infime de la société à quelque chose qui aujourd'hui peut, je ne dis pas que c'est un fait, mais peut concerner de plus en plus de gens, voire même presque tout le monde. Je mets des gros guillemets. Donc, en effet, il y a beaucoup de dérives et de choses déplorables, et je vais être la première à écrire de nouveaux articles à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, on peut se dire que, disons que si 10 personnes sont concernées par le yoga, il y aura peut-être, si le yoga est accessible à 10 personnes, en définitive, il y aura peut-être qu'une ou deux personnes qui resteront dedans, mais que si ça concerne 1 milliard de gens par des biais un petit peu plus larges, eh ben, il y aura quand même de la chance que le yoga, finalement, réussisse à concerner ou à toucher un nombre plus grand de la population. Donc, je veux dire, c'est un peu statistique ce que je dis, tout simplement. Mais voilà, je dirais qu'en fait, ce qui est important, c'est pas comment on arrive au yoga, c'est après ce qu'on en fait, finalement. Tu parles de la responsabilité des profs, finalement, là, c'est intéressant. Complètement, mais remarque, tu vois, ton expérience personnelle tu dis souvent, enfin, j'espère ne pas te trahir en disant ça, mais je pense que je fais que répéter ce que tu as déjà dit, mais que tu as découvert le yoga dans une forme un petit peu cliché, à Bali, en faisant du vinyasa. Tu vois, c'est toi qui racontes un peu ta découverte du yoga. Et en même temps, tout ça, c'est un peu ce qu'on critique. Mais en définitive, ce que tu en as fait, toi, c'est autre chose. Donc, disons qu'évidemment, c'est critiquable, tout est critiquable, mais à un moment donné, je trouve que toutes ces voix se valent dans le sens où après, chacun est quand même libre derrière d'avoir sa responsabilité, d'en faire quelque chose aussi de bien, et responsabilité des profs aussi. Merci beaucoup Jeanne pour la transition. Ma question suivante concerne justement l'accès au yoga. Est-ce qu'il est réservé ou non à certaines personnes? Les études récentes montrent que le yoga en France est davantage pratiqué par un profil particulier, des femmes, par des personnes blanches, par des CSP+, avec des situations sociales confortables, plus pratiquées aussi en milieu urbain qu'en milieu rural, et puis davantage aussi par des personnes en bonne santé, ce qui peut apparaître parfois paradoxal. Les tarifs d'ailleurs parfois exorbitants des cours de yoga, surtout à Paris, renforcent aussi ce manque d'inclusion sociale. Donc partant de ces éléments, est-ce que le yoga ne renforce pas une forme d'entre-soi? Quel est votre point de vue à tous les trois sur ce sujet? Oui, je me demandais c'est une question, dans quelle mesure cette réalité, c'était pas une réalité urbaine très parisiano-centrée, qui me concerne complètement, parce que je suis parisienne et voilà, donc c'est quelque chose que je vois en effet. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute, qui sont professeurs ou qui pratiquent vraiment en province, et quand je dis en province, ça veut pas dire ville moyenne, c'est vraiment en province, voire même campagne, et qui me racontent pas ces mêmes réalités-là. Ils vont me dire, là, ce dont tu parles, c'est un yoga parisien, de magazine, de papier glacé, une fois de plus de réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas la réalité que je vis. Donc voilà, je posais juste cette interrogation-là, parce que je suis pas là pour le voir. Mais parfois, j'ai l'impression que justement, les dérives ou ce qu'on peut critiquer, c'est quelque chose qui est quand même un peu ciblé aussi, grande ville occidentale, et qui n'est pas forcément l'apanage d'autres pratiques, d'autres petits groupes de pratiques dans d'autres circonstances, peut-être plus rurales. Je voulais rebondir sur le yoga des villes et le yoga de la campagne. C'est vrai que des champs, ouais. Des champs. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un peu un cliché des studios de yoga des grandes métropoles qui coûtent cher, avec une élite sociale ou financière. Enfin, pour ma part, moi, j'enseigne dans une maison de quartier. Je ressens pas du tout ce côté élitiste du yoga. C'est tout le monde, quoi. Vraiment, c'est peut-être, j'en sais rien. J'ai pas fait une étude sociologique de mes pratiquants et de mes pratiquantes, mais bon, a priori, c'est classe moyenne, quoi. Voilà. Et alors, par contre, quand même plus de femmes, pardon, que d'hommes. Ça, c'est une grande tendance. Alors, j'ai vu que dans l'enquête qui a été faite récemment sur les pratiques de yoga, il y avait 30% d'hommes, mais je ne sais pas où ils vont les chercher, parce que moi, j'en ai à peu près ma moyenne. Je donne des cours de yoga à la fac. Sur 20 pratiquantes, il y a pas de garçons, quoi. Ou alors, il y en a un qui se retrouve par hasard emmené par sa copine, et puis ça s'arrête là, quoi. Le pourcentage, c'est 1%, 5%, 10% maximum, quoi.
Alors pourquoi? J'en sais rien, c'est une affaire de représentation, culturelle, sociale, qui associe plutôt, le yoga aux aux qualités féminines. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a très peu de présence d'hommes dans le yoga. C'est marrant parce que justement, enfin, c'est pas marrant, mais quand je suis intervenue en centre de détention, c'était un centre de détention pour hommes, donc du coup, voilà, c'était des cours uniquement à des hommes. Et bon, comme on débarquait deux petites minettes, on avait 25 ans, je pense, ou un truc comme ça à l'époque. Enfin, on n'était pas bien âgés. On se disait bon, c'est quand même un sacré défi. Et donc, on s'est dit, on va enseigner un yoga super sportif, ultra dynamique. Comme ça, on va les terrasser au début et puis tout ira bien. Bon, on n'avait pas pris en compte le fait que la plupart des gens sont pas forcément physiquement, enfin, sont abîmés souvent par la vie. Mais n'empêche que voilà, on a essayé de s'imposer nous aussi à ces personnes, enfin à ces hommes qui avaient entre 35, on va dire, et 50 ans. Et la première phrase qu'on a entendue après deux salutations au soleil, c'est un des détenus qui a dit: «Ah putain, le yoga, c'est pas un truc de gonzesse», avec l'accent marseillais en prime. Et c'était assez drôle en fait, parce que bah si, en fait, c'est totalement un truc de gonzesse, mais c'est juste bah, que les gonzesses sont un peu plus costauds que ce que vous pensez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, enfin, et je sais qu'on en a discuté avec eux, et bon, moi, ça a fait changer énormément de préjugés de mon côté sur ce que le yoga pouvait apporter justement à des populations qui n'ont pas accès forcément à cette discipline de façon simple. Eux, à l'inverse, c'est aussi venu démonter un peu des préjugés sur ce qu'était le yoga pour eux. Et effectivement, en fait, quand on leur a parlé un petit peu de leur représentation du yoga, bah, ils nous disaient que c'était un truc de bourge, quoi, que c'était un truc de bourge, un truc de blanc, un truc de gens qui avaient le temps, en fait, un truc de gens qui avaient le temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que il y a un certain public, c'est qu'aussi qu'on l'a vachement présenté comme étant une pratique presque psychologisante en fait. Enfin, c'est devenu une forme de psychologie, le yoga, ou de thérapie, et avec cette idée bah, que très viril, que de sonder ses profondeurs, c'est quand même un truc de gonzesse, ou un truc plutôt réservé aux femmes. Et je pense que cette dimension d'intériorité, elle peut agir comme repoussoir. Alors, j'ai aucune étude fiable à vous fournir pour appuyer mon propos qui n'est que de l'ordre de l'intuition. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'imaginaire du yoga, qui est vachement lié, bah, c'est Mark Singleton aussi qui en parlait, qui a été, ou je sais plus si c'est Isabelle de Michelis ou si c'est Mark Singleton, mais il parlait du fait que ça avait aussi été associé à ce qu'on appelait les gymnastiques harmonielles, qui étaient des gymnastiques de femmes en Europe, et que ça avait pris aussi naissance et diffusion dans ces milieux-là. Ça a fait que ça a été beaucoup aussi approprié par des femmes en Occident, alors qu'initialement, c'est quand même un truc, c'est comme une discipline essentiellement, enfin, réservée aux hommes, quoi. En Inde pré-moderne, il y avait très peu de femmes yoginis. Et après, moi, je voudrais quand même dire que, et c'est une amie qui travaille beaucoup dessus, qui s'appelle Sophia Deblay, qui travaille beaucoup sur la question de l'inclusion des corps gros en yoga, des personnes grosses. Souvent, des personnes avec des corps un peu différents entre guillemets de la norme, que ça soit des questions liées au handicap, ou des questions liées au poids, ou des questions liées à la santé. Alors, je sais pas, Philippe, si toi tu observes plus de diversité dans tes cours, mais moi, au-delà de la dimension déjà catégorie socio-professionnelle qui est très importante, j'observe aussi que je n'ai que des corps minces et en bonne santé. Ça, c'est vraiment frappant. Et dans nos formations d'enseignement, on nous apprend à enseigner à des corps minces et en bonne santé. Quand on nous donne des modifications ou des adaptations, c'est vraiment pour si une femme est enceinte, c'est vraiment la grande modification. Mais par contre, on n'enseigne pas du tout une façon d'enseigner qui soit adaptée à des corps voilà, qui sont un peu différents. Et donc, du coup, de fait, il y a des codes aussi qui s'érigent autour du yoga, un peu ce que tu disais aussi sur Instagram. Quand on voit que des personnes minces, en legging, il faut être à moitié à poil déjà pour pratiquer le yoga. Alors forcément, si on a de la cellulite, des bourrelets, des poils, et puis un pantalon trop serré, on se demande vraiment si on appartient à ce monde-là. Mais voilà, moi, j'aime bien boire du vin, je bois du café, et on a ah mon Dieu! Et on a l'impression que pour faire partie des bons yogis, il faut forcément boire des jus détox tous les jours, quoi que ça veuille dire. Enfin, il y a tout un imaginaire qui est très excluant. Tout ça pour dire, il y a tout un imaginaire qui est très excluant. Et je parle même pas de tous les délires de féminin sacré, de masculin sacré, qui sont, je trouve, extrêmement oppressants pour des personnes qui vivent leur genre différemment ou leur sexualité différemment,
où on se retrouve à essentialiser aussi, enfin différemment de la norme, hein, je veux dire, où pas, ce ne sont pas des gens différents, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses extrêmement essentialisantes aussi dans ce milieu du yoga, qui font que ça peut intimider et ça peut mettre de côté des gens qui ne sont pas blancs, de catégories socio-professionnelles aisées, etc., etc. Minces, en bonne santé, avec le bon legging. Nous arrivons à la dernière question que j'ai repris d'un article du Monde paru cet été et qui titrait de façon un peu provocante « Le yoga est-il une porte d'entrée aux dérives sectaires et complotistes ?» Point d'interrogation. Cet article a fait couler beaucoup d'encre au sein de l'univers du yoga. L'article donne la parole à la Miviludes, cet organe chargé de contrôler ces dérives et qui attestait de plusieurs détournements, et puis à l'UNAVDI qui précisait, je cite, « Le yoga et la méditation constituent de véritables appels d'offres de mouvements à caractère sectaire, principalement classés comme orientalistes ou New Age ». On peut observer également que les pratiques et les discours de certains gourous, parfois visibles, parfois connus, poussent parfois à cette forme de fanatisation, poussent aussi, comme nous l'avons vu avec le Covid, l'abandon de traitements médicaux, prétextant que le nettoyage de certaines pratiques suffirait à éviter toutes les maladies. Tout ça sous couvert, bien sûr, d'une pratique spirituelle et parfois donc directement du yoga. Est-ce que autour de vous, sur Internet, vous observez ces comportements? Est-ce que pour vous, ils sont isolés? Est-ce que le yoga peut mener finalement à ces phénomènes d'emprise qui semblent là aux antipodes du discernement et de la clarté qui, elles, sont bien les fils rouges historiques de cette pratique? Vos avis? J'adore ce sujet. J'ai l'impression que la forme de la secte aussi, ce qu'on entend par sectaire, a évolué. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on avait un peu, comme je le disais tout à l'heure, ce truc secte du soleil, n'importe quoi, secte du soleil, où tout le monde allait se suicider à la fin, donner son argent, etc. Maintenant, j'ai l'impression que la forme sectaire, elle a changé. C'est-à-dire qu'on est sur une forme sectaire très, une fois de plus, individualiste, c'est-à-dire d'amélioration de soi, comme disait Zineb tout à l'heure, de retourner un peu dans ces retranchements survivalistes aussi, d'ailleurs, dans des périodes de Covid ou dans les périodes, justement, on voit que l'environnement se dégrade, comment est-ce qu'on va faire pour survivre dans ce monde qui est en train de se dégrader, et des pratiques, que ce soit ésotériques, du yoga, de bien-être, viennent apporter des réponses à comment soit tout seul s'en sortir, ou soit avec son petit cercle s'en sortir dans ce monde qui part complètement dans le chaos, du réchauffement climatique, du Covid, de panique un peu généralisée. Et au lieu de revenir à quelque chose d'un petit peu collectif, j'ai l'impression que là, les mouvements un petit peu sectaires qu'on observe actuellement dans le yoga et vraiment qui explosent de ce que je vois moi depuis le Covid, c'est un petit peu ça, voilà, comment s'en sortir à travers avoir la bonne alimentation, à travers des dogmes en fait, à travers des dogmes, c'est-à-dire comment bien manger. Mais ça va plus être comment bien manger 5 fruits et légumes par jour, la campagne de pub du gouvernement, tu vois, il y a 20 ans. C'est tu dois manger ceci, mais ne pas manger cela, à telle cuisson, de telle manière, respirer de telle façon, boire telle chose à telle heure. Avec amour aussi. Voilà, cuisiner avec amour, avec la bonne intention pour en venir à la pensée positive dont vous parliez et le dada de Zineb sur le développement personnel, l'intention et tout l'ésotérisme que tu mets derrière, avec quelle pierre précieuse, tu vois, enfin bon bref, des espèces de croyances en fait, revenir à quelque chose de la croyance. Et avec les réseaux sociaux, je trouve que ça c'est beaucoup démocratisé finalement. Et en fait, le gourou, c'est plus le gourou d'avant, tu sais, Raël, habillé tout en blanc, bon, un petit peu ridicule et en même temps, bon, voilà. C'est vous et c'est moi, en fait, le gourou maintenant. C'est-à-dire comment tu vas te vendre. Non, mais c'est vrai. C'est comment on devient des gourous et comment les gens aussi sont en recherche de maîtres spirituels parfois d'une certaine manière dans ce grand chaos. On parlait de la chute des idéologies, de la chute des grands, enfin du communisme, des grands monothéismes. Dans cette perte de sens généralisée, les individus sont aussi en recherche d'un guide, de quelqu'un qui va leur dire quoi faire, comment penser, tout le prêt à penser. Hein. On a cette nouvelle marque de bouffe qui remplace Starbucks, qui s'appelle prêt à manger. Bon, bah maintenant c'est le prêt à penser, un petit peu comment je dois faire, comment je dois cuisiner, comment je dois m'habiller. Bien, moi j'ai fait des formations, on m'expliquait que chaque jour de la semaine correspondait à une planète, qui correspondait à une couleur, et donc moi j'avais une armée de petits poussins qui arrivaient le dimanche habillés en jaune parce que c'était le Sunday,
le jour du soleil en anglais. Voilà. Quelle épice, tu vois, donc du coup, je suppose que tu dois mettre du curcuma le Sunday parce que c'est orange. Que je vois aussi dans ces espèces de nouvelles sectes un petit peu modernes, c'est voilà, c'est plus les formes un petit peu anciennes des années 80, ça va vraiment être l'instagrammeuse en fait. L'instagrammeuse qui a réussi et qui va t'expliquer comment réussir pareil, comment faire cette formation à 10 000 euros. Comment ne pas se vacciner. Comment ne pas se vacciner, comment s'éloigner des personnes de mauvaise vibe, de leur mari, de leurs meilleurs amis qui n'ont pas, eux, compris ce que c'était que le bien penser, que la bonne énergie. Donc, c'est plus pernicieux presque. Enfin, c'est tout aussi dangereux, mais c'est moins caricatural qu'avant, je trouve. Zineb, Philippe? Des dérives dans le monde du yoga, oui, il y en a. Dans le monde de la spiritualité aussi. Alors des dérives qui sont toujours liées aux mêmes histoires, hein, le sexe, l'argent, le pouvoir. Elles sont quand même dénoncées de plus en plus et c'est tant mieux. Bon, il y a des affaires comme ça de gourous qui remontent et c'est bien. Par exemple, je sais pas moi, Patabi Joyce, il y a pas très longtemps. Puis plein d'autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des dérives moins manifestes qui sont pas des dérives. Là, c'est vraiment des dérives juridiques, quoi. Voilà. Mais il y a des dérives plus douces et plus souterraines, mais qui peuvent être aussi très très pernicieuses. Ouais. Je pense à ces dérives irrationnelles qui se développent énormément dans le milieu du yoga ou dans le milieu de la spiritualité, et puis une espèce de rejet implicite de tout ce qui relève du mental. Il faut pas utiliser trop son mental, il faut aller au-delà du mental et du coup c'est une sorte de déni complet de l'esprit critique, de la culture, de la science, et donc il y a plein de mouvements en yoga qui flirtent carrément avec le complotisme, l'extrémisme, et c'est vrai que ça fait peur, hein. Pour donner un exemple, je vais pas balancer des noms, mais un prof de yoga très très connu au moment du confinement, et c'est vrai que le confinement, ça a un peu amplifié tous ces phénomènes-là, mais qui sont quand même présents, qui étaient présents avant, a donné par exemple une pratique de yoga pour lutter contre le Covid. Bon, comme si en faisant une pratique de yoga, on allait booster en dehors la Covid-19, quoi. C'est un truc complètement invraisemblable et personne ne remet en question ce genre de pratique. Il y a une espèce de croyance, d'adhésion à une lignée ou à un maître qui fait que il n'y a plus aucune rationalité qui joue. Donc c'est ça qui me gêne, oui, comme dérive. C'est la dérive générale du yoga qui évacue tout discours critique, tout questionnement, toute mise en perspective, toute contextualisation, toute rationalisation. Voilà. Je sais pas si on peut vraiment parler de dérive pour moi parce que dans la mesure où c'est un peu ce que je disais, mais finalement le yoga, il a été aussi réceptionné dans des milieux qui étaient extrêmement anti-science, pas que, hein, mais beaucoup en Occident, en tout cas, beaucoup dans des milieux qui étaient très anti-science, anti-progrès, anti-rationalité, et qui font en fait que finalement c'est resté souterrain entre guillemets parce qu'on n'a pas vécu de grandes crises comme celle qu'on a vécue là de pandémie. Et finalement, j'ai l'impression que cette crise du Covid, elle nous a vraiment, elle a cristallisé et elle a révélé en fait des idéologies qui jusque-là étaient assez souterraines sur les questions de santé holistique en fait, et c'est ce que dénonçait la Miviludes aussi, enfin en tout cas ce que soulignait la Miviludes dans l'article du Monde, c'est que finalement aujourd'hui les plus gros des dérives sectaires, elles sont dans le domaine des médecines alternatives. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme vous tous, j'ai reçu pendant le Covid des messages de profs de yoga qui me disaient de faire telle méditation pour vibrer plus haut parce que le virus vibrait à telle fréquence. Alors, personne ne savait rien sur le virus en mars 2020. Mais Dieu merci, il y avait un gourou yogi qui avait réussi à mesurer la fréquence du coronavirus et qui m'avait donné une méditation pour vibrer plus haut. Ça marche. Moi, je l'ai eu le Covid et quand j'ai dit que j'étais malade du Covid, presque j'étais une mauvaise yogi parce que j'avais pas su me prémunir grâce à mes pratiques Dans 30 ou 40 ans, tu auras des pouvoirs aussi, t'inquiète pas, Zineb. J'espère. Sois patiente. C'est déjà pas pas mal. sauter les étapes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une pensée magique, une pensée anti-science qui se révèle aujourd'hui, en tout cas à la faveur de cette pandémie mondiale, mais qui pour moi était déjà en germe dans les milieux qui ont réceptionné le yoga et qui ont contribué, entre autres, à le diffuser, pas tous, mais en partie.
Merci Zineb, l'émission arrive presque à son terme. Je vous laisse peut-être une dernière fois la parole si vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre sur le yoga ou d'ordre plus général en lien avec nos échanges d'aujourd'hui. Non, juste pour faire une petite pirouette de fin, mais c'est vrai qu'on lit certains textes de Hatha Yoga, ou notamment le Hatha Yoga Pradipika, il est quand même fait référence à acquérir des super pouvoirs, en fait, comme si l'homme devenait Dieu, être libéré dans cette vie, à devenir un libéré vivant. Donc on peut se dire que si déjà dans les textes à l'époque, il parlait d'acquérir des super pouvoirs, des pouvoirs surnaturels ou des pouvoirs magiques, voilà, on hérite un petit peu de ça aujourd'hui. Voilà, mais c'est pour dire quelque chose d'un peu positif et rigolo plutôt que... Voilà, peut-être qu'on a des super pouvoirs aussi aujourd'hui. Mais allez vous faire vacciner quand même, c'est bien. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges très riches que nous avons partagés sur ces deux épisodes. Des échanges très intéressants sur ces questions complexes sur lesquelles ce n'est parfois, j'en ai bien conscience, pas évident de s'exprimer en quelques minutes. Merci pour votre ouverture, votre franc-parler aussi, et toutes ces réflexions sérieuses et profondes que vous suscitez, par vos écrits notamment, dans les livres ou sur Internet, sur le yoga moderne et sur le yoga en général. Voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à consulter le blog Chittavriti, animé par Jeanne et Zineb, dont j'ai parlé en début d'émission, et qui fera d'ailleurs écho à de nombreux sujets que nous avons abordés dans l'émission. N'hésitez pas aussi à aller à la rencontre des écrits sensibles de Philippe Fillot, qui prépare, je crois, pour le printemps 2022, un lexique sur la spiritualité chez Albin Michel. Et encore une fois, vraiment, merci à tous les trois. Merci Vincent. Merci. Merci Vincent. Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans l'émission. Salut, ciao. Au revoir. Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, nous nous retrouvons d'ici 15 jours pour une nouvelle enquête sur le yoga. Yoga et santé, le yoga peut-il soigner? Avec 4 invités, le docteur Lionel Coudron, le yogi et yogathérapeute Bernard Branchot, et puis 2 praticiens de santé qui pratiquent également le yoga et la méditation, un kinésithérapeute Boris Capdeville et un ostéopathe Thomas Delavenne. Avec ces 4 invités, nous chercherons à comprendre les liens entre yoga et santé et à disséquer les effets concrets de la pratique. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.